Là-haut, elle avait passé un certain temps, puis elle avait choisi ma femme et moi pour revenir vivre sur Terre avec nous. Quand j'avais environ 4 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais téléphoner à ma maman. Elle n'a rien trouvé d'étrange sur le moment. Pour elle, c'était juste une phrase bizarre d'enfant. Quelques minutes plus tard, elle a entendu que je parlais dans la pièce d'à côté. Intriguée, elle est venue voir et m'a trouvé en train de discuter calmement au téléphone avec une femme. Je connaissais le numéro sans que personne ne me l'ait donné. Je connaissais aussi le prénom de la femme. Je lui ai dit que j'étais désolé d'être parti, que je lui manquais et que je l'aimais. Je lui ai répété que je voulais rentrer et que je pensais souvent à elle. La conversation semblait naturelle, comme si je savais exactement quoi dire. Ma mère a paniqué. Elle m'a pris le téléphone des mains et a commencé à s'excuser, en disant que ce n'était que son fils qui jouait et qu'il fallait oublier tout ça. De l'autre côté de la ligne, la femme ne parlait presque pas. Elle pleurait. Elle était sous le choc et ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a fini par expliquer que son fils était mort dans un accident moins de 10 ans auparavant. Elle n'avait jamais donné son numéro à qui que ce soit récemment. Elle ne savait pas comment un enfant pouvait connaître son nom ni dire ce genre de choses. La conversation s'est terminée dans un silence lourd, puis la ligne a été coupée. Quand mon fils avait 2 ans, il nous a dit qu'il se souvenait de nous entendre lui parler quand il était dans le ventre de sa maman, et aussi de la musique que nous écoutions. Cela ne nous a pas vraiment surpris, car beaucoup d'enfants racontent ce genre de choses. Mais un jour, il a ajouté quelque chose de bien plus étrange. Il nous a expliqué qu'avant d'être dans le ventre de sa maman, il se trouvait dans une pièce remplie de lumière. Il a dit que de nombreux visages apparaissaient devant lui, l'un après l'autre, comme s'ils défilaient. Parmi tous ces visages, il avait choisi celui de sa maman parce qu'elle était très belle. Dès qu'il avait fait ce choix, il nous a raconté qu'il avait glissé le long d'un immense toboggan arc-en-ciel, très long, qu'il avait conduit directement dans le ventre de sa mère. Sur le moment, nous avons pensé que c'était simplement son imagination. Il était jeune, créatif, et les enfants inventent souvent des histoires étonnantes. Pourtant, quelque chose dans sa façon de raconter ne ressemblait pas à un jeu. Il parlait avec assurance, sans chercher notre approbation, comme s'il décrivait un souvenir réel. Par curiosité, j'ai fait des recherches sur Internet, et c'est là que j'ai été troublé. J'ai découvert des témoignages d'autres jeunes enfants, venant de pays très différents, de cultures et de religions totalement opposées, qui racontaient des expériences presque identiques. La pièce de lumière, les visages, le choix des parents, puis selon toboggan coloré menant à la naissance. Beaucoup appelaient cela le Cosmic Slide. Les ressemblances étaient frappantes, trop précises pour être facilement ignorées. Un jour, je lui ai demandé à qui appartenait cette pièce lumineuse. Sans hésiter, il nous a répondu que c'était la maison de Dieu. Il n'avait pas l'air impressionné ni effrayé par cette idée. Pour lui, c'était évident, simple, presque normal. Il n'a jamais cherché à en dire plus que ce qu'il se souvenait, et il n'a jamais brodé autour de cette histoire. Elle n'a jamais vraiment fait quelque chose que je pourrais appeler une preuve concrète, mais dès la seconde où je l'ai vue pour la première fois, j'ai su qu'elle était une vieille âme. C'était immédiat, instinctif, comme une certitude profonde. Nous nous sommes liés instantanément. Ce n'était pas un attachement classique entre une mère et son bébé. C'était plutôt comme si deux personnes qui avaient été séparées très longtemps se retrouvaient enfin. Il y avait cette sensation de chaleur, de sécurité, ce sentiment très précis d'être de retour à la maison. Je sais qu'elle l'a ressenti aussi. À la naissance, elle criait sans s'arrêter. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle s'est calmée. Quand je l'ai prise dans mes bras, tout s'est apaisé d'un coup. Elle ne pleurait plus. Je sais que beaucoup de bébés se calment ainsi, mais elle, c'était différent. Elle n'a plus pleuré pendant plusieurs jours, comme si elle avait simplement attendu de me retrouver. Elle a été littéralement le bébé le plus facile à élever. Elle semblait toujours savoir ce qu'on attendait d'elle.
Elle mangeait quand c'était le moment, dormait quand il le fallait, sans lutte ni caprice. Comme si elle connaissait déjà le rythme de la vie. Le jour où elle a appris à s'asseoir toute seule, elle a passé la soirée à sourire. Pas un sourire innocent de bébé, mais un petit sourire fier, presque amusé, comme si elle était consciente de sa réussite. Sur chaque photo que nous prenions, elle avait cette expression incroyable. Un regard qui disait clairement « Oui, c'est bien, j'avance ». Elle observait tout autour d'elle avec attention, comme quelqu'un qui redécouvre des choses familières plutôt que quelqu'un qui les découvre pour la première fois. À 8 mois, elle a rampé jusqu'à moi et m'a tendu son biberon que je venais de préparer. Elle a refusé d'en boire une seule goutte. À partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais accepté un biberon. C'était comme une décision définitive, prise en pleine conscience. Elle a commencé à dire de vrais mots à un âge complètement absurde, vers 4 mois. Pas des sons approximatifs, mais des mots clairs, utilisés au bon moment. En grandissant, elle a continué à savoir des choses que ni moi ni ses enseignants ne pouvions expliquer. Des idées, des raisonnements, des compréhensions qui semblaient bien trop mûres pour son âge. Chaque personne qui a passé plus d'une journée avec elle m'a dit la même chose sans que je n'ai rien suggéré. Il me disait qu'elle avait quelque chose de différent, qu'elle semblait ancienne, sage, comme si elle portait une expérience ancestrale. Elle n'a jamais parlé d'une vie passée, jamais raconté d'histoires étranges à ce sujet. Je ne sais pas s'il s'agit d'une vie antérieure, mais mon fils a fait quelque chose de vraiment troublant. En 1999, j'ai fait une fausse couche. Dans mon esprit, j'avais donné à ce bébé le prénom de Justine. Je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Personne ne connaissait ce prénom, c'était quelque chose de strictement personnel, presque secret. Les années ont passé. Il y a eu un divorce, puis un nouveau mariage, et ensuite la naissance d'une fille. En 2010, j'ai eu un garçon. Lorsqu'il a eu environ 3 ans, il a commencé à parler d'un ami imaginaire. Il lui parlait à voix haute, lui répondait, riait avec lui. Jusque-là, rien de vraiment inhabituel pour un enfant de cet âge. Ce qui m'a glacé, c'est le prénom de cet ami. Il l'appelait Justine. Je n'avais aucune idée d'où il pouvait sortir ce nom. Il n'y avait aucun personnage de dessin animé ou d'émission qu'il regardait qui s'appelait ainsi. Aucun enfant de sa garderie ne portait ce prénom non plus. Pourtant, pendant près de 2 ans, Justine faisait partie de notre quotidien. Chaque fois que mon fils faisait une bêtise, la réponse était la même. Justine m'a dit de le faire. Justine a fait ça. C'était l'idée de Justine. Il en parlait comme d'une présence constante, quelqu'un qui était toujours là, surtout dans les moments où il testait les limites. Parfois, il décrivait Justine comme plus grand que lui, parfois comme quelqu'un qui savait déjà comment fonctionnait le monde. Il ne semblait ni effrayé ni triste en parlant de lui. Au contraire, Justine semblait être un compagnon rassurant, un peu espiègle, mais familier. Je n'ai jamais encouragé cette histoire, ni essayé de lui donner plus de détails. Je me contentais d'écouter, avec un mélange de malaise et d'émotions difficiles à expliquer. Puis, presque aussi naturellement qu'il était apparu, Justine a disparu. Un jour, mon fils a commencé à parler d'un autre ami imaginaire, qui s'appelait Ethan. Justine n'a plus jamais été mentionnée. J'ai été surprise de ressentir une pointe de tristesse, comme si quelque chose s'était refermé sans bruit. Même si Justine causait parfois des problèmes, il faisait partie de notre vie depuis longtemps. Quand j'étais enfant, pas extrêmement jeune, peut-être vers 5 ou 6 ans, j'ai fait pendant quelques mois un rêve récurrent. Je me retrouvais toujours au même endroit. J'avais l'impression que c'était la Russie, sans savoir pourquoi. Peut-être à cause de la langue que j'entendais, peut-être à cause des paysages. Il y avait de très vieux bâtiments, massifs et sombres, et des voitures anciennes qui circulaient lentement dans les rues. Tout semblait appartenir à une autre époque. Dans l'un de ces rêves, j'étais assis dans un restaurant avec des personnes que je considérais comme mes parents. Ils n'étaient pas mes vrais parents, mais dans le rêve, je savais que c'était eux.
J'ai commandé une salade. Quand elle est arrivée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur la laitue. Une poudre claire était saupoudrée partout, comme du parmesan grisâtre, presque cendré. Je trouvais ça bizarre mais personne autour de moi ne semblait surpris. Un serveur est passé près de la table. Il s'est penché légèrement vers moi sans s'arrêter et il a murmuré très vite « Ne mange pas ça. Ce sont les gens. » Il a continué son chemin comme si de rien n'était. J'ai levé les yeux, troublé, et j'ai regardé au loin par la fenêtre. Dans le ciel, de la cendre tombait lentement. Elle se déposait sur les champs, sur les routes, partout, comme une neige sale. Je me souviens d'un sentiment de malaise profond, d'une peur silencieuse qui m'empêchait de bouger. Après ces rêves, je n'ai pas mangé de salade pendant des mois. Ça peut paraître ridicule, mais je n'y arrivais pas. Dans ma famille italienne et végétarienne, on mangeait presque toujours une salade avec des olives noires avant les pâtes, 2 ou 3 fois par semaine. À chaque fois, je repoussais l'assiette où je trouvais une excuse. Personne ne comprenait vraiment pourquoi. Des années plus tard, j'ai regardé la liste de Schindler. Dès les premières scènes, mon cœur s'est arrêté. Les images, l'ambiance, la fumée, la cendre, tout correspondait à mon rêve. J'avais l'impression de revoir exactement ce que j'avais vu enfant. Les rues, les bâtiments, même cette sensation lourde dans l'air. C'était comme si mon rêve avait pris forme à l'écran. Je n'ai aucune explication rationnelle à ça. Je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse d'une vie antérieure, mais c'était profondément dérangeant. Une coïncidence trop précise pour être confortable. Dans un registre complètement différent, mon petit cousin parlait souvent de l'époque où il était plus grand. Il disait des choses comme « Quand j'étais plus grand, j'avais un chien qui s'appelait comme ça » ou « Quand j'étais plus grand, je vivais ailleurs ». Certaines de ces histoires étaient étonnamment détaillées. Évidemment, il racontait aussi n'importe quoi. Il passait parfois du temps à observer ces excréments comme on regarde des nuages, à y voir des formes et à leur parler sérieusement. Aujourd'hui, il est agent du FBI. Comme quoi, tout le monde commence quelque part. Un jour, mon beau-fils et moi étions en voiture, en route pour aller chez ma mère. Quand je lui ai dit où nous allions, il m'a demandé laquelle de ces maisons nous allions visiter. Sur le moment, ça m'a semblé étrange. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Il m'a répondu très naturellement, sa nouvelle maison en briques ou son ancienne maison blanche. Intrigué, je lui ai demandé de me parler de la maison blanche. Il a alors commencé à la décrire avec précision. Il a parlé de la couleur des murs, de la disposition des pièces, de l'atmosphère de l'endroit. C'était la maison de mon enfance, celle où j'avais grandi, un lieu qu'il n'avait pourtant jamais vu et dont je ne lui avais jamais parlé. Ma mère avait déménagé 3 ans avant sa naissance, et je n'avais rencontré mon beau-fils que lorsqu'il avait 2 ans. Plus il parlait, plus le malaise grandissait. Il ne semblait pas hésiter, il ne cherchait pas ses mots. Il parlait comme quelqu'un qui se souvient, pas comme un enfant qui invente. Quand j'ai essayé de comprendre comment il pouvait connaître cet endroit, il n'a pas répondu clairement. Il a simplement haussé les épaules et changé de sujet, comme si la question n'avait pas d'importance. Ce n'était pas la première fois qu'il disait des choses de ce genre. À plusieurs reprises, il avait fait des remarques sur des moments où il disait avoir été adulte. Il parlait de décision, de responsabilité, parfois même de travail, toujours avec un ton sérieux, presque nostalgique. Ces phrases surgissaient sans prévenir, puis disparaissaient aussi vite. Avec le temps, ses commentaires se sont espacés. En grandissant, il a cessé de mentionner ses souvenirs étranges. Pourtant, cette conversation en voiture est restée gravée dans ma mémoire. L'idée qu'un enfant puisse connaître un lieu disparu de sa vie avant même sa naissance laisse une impression troublante, comme si certaines histoires continuaient d'exister, même quand plus personne ne les raconte. Je ne pense pas que cela ait un lien avec une vie antérieure, mais cette histoire concerne ma grand-mère. Elle est la mère de 8 garçons qui sont tous en vie aujourd'hui. Avant eux, elle avait eu des jumeaux, Patrick et Francis.
Ils sont morts quelques jours après leur naissance. Ils ont été ses premiers enfants, puis, plus tard, elle a eu ses 8 fils, un par un. Dans la famille, on ne parle presque jamais de Patrick et Francis. Peu de gens connaissent réellement les détails, et le sujet est généralement évité, comme s'il était trop douloureux ou trop lointain. Quand j'avais environ 4 ans, mes parents et moi étions assis dans le jacuzzi dans le jardin derrière la maison. C'était une soirée calme. Le ciel était dégagé et les étoiles étaient bien visibles. D'après mes parents, je n'avais jamais entendu parler de Patrick et Francis à ce moment-là. Personne ne m'en avait parlé, et rien ne pouvait laisser penser que je connaissais leur prénom. À un moment, j'ai levé le doigt vers le ciel et j'ai montré les étoiles. J'ai dit très naturellement, là-haut, ce sont mes anges gardiens. Mes parents ont trouvé ça mignon et ont pensé que je parlais comme un enfant de mon âge. Intrigués mais amusés, ils m'ont demandé, ah oui. Et qui sont-ils? Sans hésiter, j'ai répondu, Patrick et Francis. Je leur ai expliqué que je les avais rencontrés au paradis. J'ai dit qu'ils m'avaient expliqué qu'ils étaient mes anges gardiens et que c'était eux qui m'avaient dit de venir vivre dans cette famille. Je racontais ça calmement, comme une évidence, sans chercher à impressionner qui que ce soit. À cet instant, l'ambiance a complètement changé. Mes parents se sont tus et se sont regardés sans dire un mot. Moi, je ne comprenais pas pourquoi ils devenaient soudain si silencieux. Pour moi, je venais simplement de raconter quelque chose de normal. Plus tard, quand mes grands-parents ont appris ce que j'avais dit, ils ont eux aussi été profondément choqués. En grandissant, j'ai fini par apprendre qui étaient Patrick et Francis et ce qui leur était arrivé. Quand j'ai compris toute l'histoire, j'ai ressenti un choc à mon tour. Je me suis souvenu de cette soirée, de mes paroles, et de la certitude que j'avais à cet âge. Il avait 3 ans et nous étions en voiture. Sans prévenir, il a dit, « Papa, tu te souviens quand on était frères ?» Son père a souri et a joué le jeu en répondant qu'il ne s'en souvenait pas. Alors mon fils a continué, très sérieux. Il a dit que lui était le grand frère, que leur maman était morte, et que c'était pour cela qu'il était allé travailler pour s'occuper de lui. Il a ajouté que son petit frère lui avait promis qu'un jour il prendrait soin de lui à son tour, et que maintenant cette promesse était tenue, puisqu'il était devenu son papa. Le silence s'est installé dans la voiture. Ce n'était pas une histoire racontée comme un jeu, ni une invention joyeuse. Il parlait avec une certitude calme, comme s'il rappelait quelque chose d'important, quelque chose qui avait compté. Son père n'a pas insisté, un peu troublé, et la conversation a doucement dérivé vers autre chose. L'enfant n'a jamais reparlé de ses souvenirs, comme s'il s'était refermé aussitôt après avoir été exprimé. Ce n'était pourtant pas le seul moment étrange. À plusieurs reprises, il a montré une intuition déconcertante. Un jour, il a dit à sa belle-mère que son père était mort à cause de la cigarette. Il a précisé que c'était une maladie des poumons et a même décrit son apparence avec justesse. Pourtant, il n'avait jamais vu de photo de cet homme et n'en avait jamais entendu parler. Sa belle-mère était séparée de son père depuis longtemps et n'évoquait jamais son existence. À chaque fois, il ne cherchait ni attention ni réaction. Il disait ces choses simplement, puis passait à autre chose, comme si ce n'était pas important pour lui. Avec le temps, ses paroles se sont faites plus rares. L'enfant a grandi, les phrases étranges ont cessé, et la vie a repris son cours normal. Il y a une maison juste en face de chez nous. Elle fait partie d'une rangée d'environ 6 maisons de ville anciennes, toutes construites vers la fin du VIe siècle. Elles ont toutes le même style et à peu près la même taille, 2 chambres chacune. Nous sommes propriétaires de notre maison depuis 8 ou 9 ans maintenant. Les maisons d'en face, en revanche, sont toutes louées. Depuis tout ce temps, celle qui est directement en face de nous change de locataire environ tous les 6 à 8 mois. C'est déjà étrange en soi, mais ce qui l'est encore plus, ce sont les similitudes entre tous ceux qui y ont vécu. À chaque fois, ce sont des familles avec des enfants très jeunes. Des bébés nouveau-nés jusqu'à environ 1 an. Et à chaque fois, les enfants dorment tous dans la même chambre, forcément la chambre principale. À chaque nouveau locataire,
le même scénario recommence. Chaque enfant qui vit dans cette maison hurle jour et nuit. Pas des pleurs normaux. Pas des pleurs de faim ou de frustration passagère. C'est un cri de douleur. Ceux qui sont parents reconnaissent immédiatement la différence. Ce genre de pleurs qui donnent la chair de poule et qui font comprendre que quelque chose ne va vraiment pas. Le plus troublant, c'est la comparaison. La maison d'à côté a aussi un nouveau-né, et tout va parfaitement bien. Le bébé est calme, normal, comme n'importe quel enfant. De notre côté, nous avons un enfant de 4 ans aujourd'hui, adorable, facile, le genre d'enfant que tout parent rêve d'avoir. Mais chaque enfant qui passe par cette maison en face devient un cauchemar. Toujours. Les parents ont l'air épuisés. Certains tiennent quelques mois, d'autres un peu plus, puis ils finissent par partir. Et peu de temps après, une nouvelle famille arrive, pleine d'espoir, sans savoir ce qui les attend. Le cycle recommence encore et encore, comme si la maison rejetait systématiquement ceux qui y vivent avec des bébés. Toute ma famille vit sur une ferme, chacun dans une maison différente, mais toutes alignées le long d'une route d'environ 1 mile. Ma maison se trouve tout au bout, près des bâtiments agricoles. À l'époque, notre fils d'accueil avait 3 ou 4 ans quand nous l'avons accueilli. Ma femme disait souvent qu'il avait une vieille âme. Le soir, elle restait longtemps avec lui, le prenait dans ses bras et le berçait jusqu'à ce qu'il s'endorme. Une nuit, elle a entendu une agitation inhabituelle du côté du poulailler. Les poules faisaient du bruit, comme si quelque chose les avait effrayées. Elle m'a appelé depuis la maison pour que je monte écouter. Quand je suis arrivé, elle était assise dans le salon avec le petit sur ses genoux, enveloppé dans une couverture afghane. Nous avons tendu l'oreille ensemble et, moi aussi, j'ai clairement entendu le vacarme venir de la grange. Par réflexe, je suis allé chercher ma ceinture avec mon holster, puis j'ai ouvert le coffre du couloir pour prendre mon arme de service. À ce moment-là, le garçon s'est levé et s'est tenu devant moi. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit calmement, Comanche, PA. Sa voix n'avait rien d'effrayé, c'était plutôt une question, comme s'il reconnaissait quelque chose de familier. Je suis resté figé. Comment un enfant noir de 3 ans, qui venait des logements sociaux qu'on appelait les maisons roses, pouvait-il connaître le mot Comanche? Et surtout, qui était ce PA? Il ne m'avait jamais appelé autrement que par mon prénom. Ma femme a immédiatement essayé de lui poser des questions. Elle lui a demandé ce qu'il voulait dire, pourquoi il avait dit ça, à qui il parlait. Mais il n'a rien expliqué. Il voulait seulement regarder pendant que moi et les chiens sortions pour chasser ce qui dérangeait les poules. Nous n'avons rien trouvé cette nuit-là, ni prédateur, ni trace évidente. Une fois le calme revenu, l'enfant est retourné se coucher comme si de rien n'était. Il n'a plus jamais reparlé de cette phrase, ni des Comanches, ni de ce fameux PA. Comme si le moment n'avait existé que quelques secondes, puis s'était refermé. Ce qui rend l'histoire encore plus étrange, c'est qu'en grandissant, il a complètement raté le chapitre sur les peuples amérindiens en cours d'histoire américaine. Aucun intérêt, aucune reconnaissance, rien du tout. Comme si cette connaissance était apparue une seule fois, venue d'un autre endroit ou d'un autre temps, avant de disparaître aussi brusquement qu'elle était arrivée. Encore aujourd'hui, quand on repense à cette nuit, on n'a aucune explication logique, seulement ce souvenir dérangeant et impossible à oublier. Mes enfants ont raconté, comme beaucoup d'autres, des histoires du genre, quand j'étais grand. Mais la plupart des choses qui m'ont réellement fait réfléchir tournent autour de leur grand-père, le père de ma femme. Il était complètement fou de joie à l'idée d'être grand-père. Il adorait passer du temps avec eux, les faire rire, les porter, leur parler comme s'ils comprenaient tout. Puis, alors qu'ils avaient environ 1 an et demi, son cancer de la gorge, qui était en rémission depuis 25 ans, est revenu. En moins d'1 an, il est décédé. Ce genre d'événement qui vous rappelle à quel point la vie peut être cruelle et injuste. Les enfants étaient très jeunes, évidemment. Comprendre la mort à cet âge-là est presque impossible. On s'attendait à ce que ce soit confus, douloureux, mal vécu. Pourtant,
d'une certaine manière, ils ont plutôt bien encaissé la situation. Ils étaient tristes par moments, posaient des questions simples, puis retournaient jouer. 2 ans plus tard, ils parlent encore souvent de lui. Ils demandent où il est, ce qu'il fait maintenant, s'ils pensent à eux. Rien d'anormal jusque-là. Ce qui devient étrange, c'est la façon dont ils parlent de son retour. Ma femme et moi ne leur avons jamais parlé de réincarnation. Nous n'avons jamais évoqué l'idée qu'une personne puisse revenir sous une autre forme. À ma connaissance, personne dans leur entourage ne l'a fait non plus. Et pourtant, ils sont devenus totalement convaincus que leur grand-père va revenir sous la forme d'un bébé. Ils en parlent comme d'un fait établi. Ils nous demandent très sérieusement si cela s'est déjà produit. Ils demandent si le bébé est né, s'ils peuvent aller le voir. Ce ne sont pas des questions posées sur un ton de jeu ou d'imagination, mais avec une certitude tranquille, comme s'ils attendaient simplement que quelque chose d'évident se produise. Le moment le plus troublant est arrivé récemment. Mon fils parlait de l'avenir, de ce qu'il ferait quand il serait adulte. Il a annoncé très calmement que, plus tard, il aurait un bébé. Puis il a ajouté, sans hésitation, que ce bébé aurait le visage de son grand-père. Il n'a pas expliqué pourquoi. Il n'a pas cherché à argumenter. Il l'a dit comme on énonce une vérité simple. Ma belle-mère raconte une histoire que mon mari lui a dite lorsqu'il avait environ 3 ans. Un jour, il lui a demandé ce qui était arrivé à sa maman aux cheveux noirs. Elle a été surprise, car ses cheveux à elle étaient bruns. Il a ensuite parlé de ses autres frères et sœurs, alors qu'à l'époque il n'avait qu'une seule sœur plus âgée. Intriguée, elle lui a posé des questions, pensant d'abord à un jeu ou à une confusion. Il lui a alors expliqué qu'avant, ils vivaient sous terre, tous ensemble. Il a raconté qu'un feu s'était déclaré, que l'air était devenu irrespirable et qu'ils étaient morts là-bas. Il en parlait sans pleurer, comme s'il relatait un souvenir lointain mais réel, quelque chose qu'il avait accepté depuis longtemps. Sa mère a essayé de comprendre d'où venait cette histoire. Elle lui a demandé comment était cet endroit, comment il vivait, ce qu'il faisait avant l'incendie. Il a répondu qu'il se protégeait du froid, qu'ils restaient proches les uns des autres et qu'ils attendaient des jours meilleurs, sans vraiment savoir pourquoi. Puis, comme si le souvenir s'effaçait, il a cessé d'en parler et n'a plus jamais évoqué cette autre famille. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est que sa famille est d'origine autochtone d'Alaska. Il est tout à fait possible que certains de ses ancêtres aient vécu dans de petits abris souterrains recouverts d'herbe pendant la saison de la pêche. Des lieux étroits, sombres, où un feu mal maîtrisé aurait pu être fatal. Un jour, j'étais dans un centre commercial avec ma fille. Elle avait 4 ou 5 ans à l'époque. En nous promenant, nous sommes tombés sur un espace aménagé par un refuge pour loups qui récoltaient des fonds. Il proposait aux enfants de passer un moment avec des louveteaux, sous la surveillance d'un soigneur. J'ai payé pour que ma fille participe et je suis resté à l'extérieur de l'enclos pendant qu'un responsable s'asseyait avec elle et quelques petits loups. Ma fille est habituellement très timide, surtout avec des inconnus. Ce jour-là, pourtant, elle était parfaitement calme. Elle observait les animaux sans crainte, comme si elle les connaissait déjà. À un moment, elle a levé les yeux vers le soigneur et lui a dit très sérieusement qu'elle pourrait les dresser pour lui. Le soigneur a souri et a joué le jeu, en lui répondant qu'il était sûr qu'elle en serait capable. Mais ma fille n'a pas ri. Elle est devenue insistante. Elle a expliqué qu'elle pouvait dresser n'importe quel chien ou n'importe quel loup, sans exception. Quand le soigneur lui a demandé pourquoi elle en était si certaine, elle a répondu naturellement que c'était ce qu'elle faisait quand elle était vieille. Elle a précisé que c'était son travail avant, que les animaux l'écoutaient et qu'elle savait comment leur parler. Elle ne disait pas ça comme un jeu ou une invention. Elle le disait avec une assurance tranquille, comme un souvenir évident. Pendant plusieurs jours après ça, je suis passé pour le parent bizarre à vouloir lui poser des questions. J'essayais de comprendre ce qu'elle voulait dire, d'où lui venait cette idée. Elle répétait la même chose, sans ajouter de détails, sans jamais se contredire. Puis, aussi soudainement que c'était apparu, le souvenir s'est effacé.
Ma mère me raconte que dès que j'ai su parler, je lui ai dit un jour que je commençais à oublier. Elle m'a demandé ce que je voulais dire, ce que j'étais en train d'oublier. Je lui ai répondu que c'était l'endroit où nous sommes tous avant de naître. Le bel endroit où nous attendons. Je lui ai dit que je ne voulais pas l'oublier, mais que c'était de plus en plus difficile de m'en souvenir. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle m'a posé d'autres questions. Elle m'a demandé à quoi ressemblait cet endroit, qui s'y trouvait, pourquoi nous attendions. Je lui ai expliqué avec mes mots d'enfant qu'il y avait un sentiment de calme, que personne n'était pressé, et que nous savions tous qu'un jour nous partirions sans savoir exactement quand. J'ai ajouté que plus le temps passait, plus cet endroit devenait flou, comme un rêve qu'on essaie de retenir au réveil. À cette période, on m'a dit qu'aucune notion de religion n'avait été abordée à la maison et que j'étais trop jeune pour regarder la télévision. Mes parents n'étaient pas vraiment croyants, et ce genre de discussion n'existait pas dans notre quotidien. Ma mère m'a confié plus tard que cela l'avait troublée, non pas par peur, mais parce que mes paroles semblaient venir d'une certitude étrange, pas d'une imagination agitée. Ce n'est pas forcément une histoire de vie antérieure, mais c'est tout aussi glaçant. Quand mon fils aîné avait 3 ans, nous rentrions du marché en voiture. Le soleil brillait fort et entrait directement par les vitres, au point que j'ai dû baisser le pare-soleil devant moi. Il a regardé la lumière pendant un moment, puis il m'a dit très calmement « Maman, ce soleil est exactement comme le jour où je t'ai choisi. » Sur le moment, j'ai souri, pensant à une phrase mignonne d'enfant, mais quelque chose dans son ton m'a donné envie de lui demander ce qu'il voulait dire. Je lui ai demandé de m'expliquer. Il m'a répondu que c'était le jour où un homme lui avait dit qu'il pouvait choisir n'importe quelle maman. Il a dit que ce jour-là aussi, il faisait très clair et très ensoleillé, exactement comme maintenant. Il a ajouté qu'il m'avait vu à travers la lumière du soleil et que c'est pour ça qu'il m'avait choisi. Il parlait doucement, sans excitation, comme s'il racontait un souvenir précis. Pendant plusieurs semaines après ça, il revenait souvent sur le sujet. Il me demandait si je me souvenais moi aussi. À chaque fois que je lui disais que non, il ne semblait pas vexé ni surpris. Il me disait simplement que peut-être, un jour, je me souviendrais. Comme si ce n'était qu'une question de temps. À la même période, il y avait autre chose qui me mettait très mal à l'aise. Il me disait qu'une dame méchante se trouvait sous ma commode. Il précisait qu'elle avait une jambe cassée. Le matin, quand il se levait, il lui parlait. Il lui racontait des choses, comme s'il avait une conversation normale. Ça a duré environ 2 semaines et, honnêtement, ça me faisait vraiment peur. Un jour, n'en pouvant plus, je lui ai demandé s'il pouvait lui demander de partir parce qu'elle me faisait peur. Il a accepté sans discuter. Un peu plus tard, il m'a dit qu'elle avait répondu qu'elle devait attendre encore 2 jours avant de s'en aller. Pendant ces 2 jours, il a continué à lui parler normalement, comme si de rien n'était. Puis, exactement après ces 2 jours, il n'en a plus jamais reparlé. Il n'a plus mentionné la dame, il n'a plus regardé sous la commode, comme si elle n'avait jamais existé. Ma petite sœur m'a raconté quelque chose un jour, et je ne l'ai jamais oublié. Elle était toute petite, 2 ou 3 ans à peine, quand elle a commencé à parler d'un autre endroit où elle avait vécu. Elle disait qu'on l'avait envoyée dans une jolie maison à la campagne, pour vivre avec un homme et une femme qu'elle ne connaissait pas. Elle expliquait que ses vrais parents lui avaient dit qu'ils reviendraient la chercher. Qu'elle devait juste attendre un peu. Mais, selon elle, ils ne sont jamais revenus. Elle racontait tout ça calmement, comme si elle parlait d'un souvenir ordinaire. Elle disait que des hommes méchants avaient tué ses parents. Quand je lui ai demandé qui étaient ces hommes, elle a répondu qu'ils portaient un symbole bizarre. Elle l'a décrit comme 4 ailes collées ensemble. Cette description m'a glacé. Je me souviens très bien du moment où j'ai pris mon manuel d'histoire. Je lui ai montré une image, presque sans réfléchir, avec le cœur qui battait très fort. C'était une croix gammée. Dès qu'elle l'a vue, elle a hoché la tête. Elle a dit oui. Elle a dit que c'était ces hommes-là. Elle a ajouté qu'ils avaient tué sa maman, son papa, et Lise aussi.
Lise, disait-elle, était sa grande sœur. Ce qui rendait tout cela encore plus troublant, c'est la façon dont elle parlait de ces personnes. Elle appelait ses parents de cette autre vie Mama et Papa. Nos parents à nous, elle les appelait toujours Mom et Dad, sans jamais confondre. Pour elle, c'étaient deux familles différentes, deux réalités distinctes. Elle parlait souvent de Lise avec beaucoup d'affection, comme si elle lui manquait vraiment. Pendant des années, ces histoires sont revenues. Pas tous les jours, mais régulièrement. Elle parlait de la maison à la campagne. De l'attente. De la promesse que ses parents reviendraient. Elle parlait aussi de la peur, parfois, mais surtout de la tristesse. Elle semblait porter un chagrin ancien, trop lourd pour une enfant de cet âge. Ce qui est certain, c'est qu'à cet âge-là, elle n'avait aucune connaissance de l'Holocauste. Personne ne lui avait parlé de la guerre, des camps, des symboles. Elle ne regardait rien qui aurait pu lui donner ces informations. Et pourtant, son récit restait cohérent, précis, et toujours le même. Puis, autour de 6 ans, elle a cessé d'en parler. Les noms ont disparu. La maison à la campagne n'est plus revenue dans ses conversations. Comme si ses souvenirs s'étaient lentement effacés, remplacés par sa vie actuelle. Mon fils avait 3 ans. Un soir, nous lui donnions son bain, un moment tout à fait banal. Au cours de la conversation, le mot « moto » est sorti, sans importance particulière. Immédiatement, il s'est mis à parler de la moto qu'il avait avant. Il en parlait avec enthousiasme, comme d'un souvenir agréable. Nous avons réagi comme le feraient la plupart des parents. On a souri et on lui a répondu quelque chose du genre « Ah oui ? Tu avais une moto jouet ? C'est chouette. » Pour nous, c'était clairement une histoire inventée par un enfant, une de ces imaginations spontanées qui apparaissent à cet âge. Il nous a regardés, un peu agacés, et a secoué la tête. Il a dit « Non papa, ma vraie moto. Celle que je conduisais vraiment. » Puis, sans hésiter, avec un calme déconcertant, il a ajouté qu'il roulait avec, qu'un bus l'avait écrasé et que les médecins n'avaient pas réussi à le réparer. Il n'y avait aucune émotion excessive dans sa voix. Pas de peur, pas de tristesse. Juste un constat. Ma femme et moi sommes restés figés. On s'est regardés, les yeux grands ouverts, sans savoir quoi dire. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait qui était troublant, mais la façon dont il le disait. Comme un souvenir clair, déjà accepté, rangé quelque part dans sa tête. Évidemment, notre premier réflexe a été de chercher une explication rationnelle. On s'est dit qu'il avait dû voir quelque chose à la télévision. Un film, un dessin animé inapproprié. Mais ça ne collait pas. À cet âge-là, il n'avait vu que quelques épisodes de Thomas le Petit Train et de Daniel Tiger. Rien qui puisse expliquer un récit aussi précis, aussi brutal, avec des notions comme les médecins qui essaient de réparer quelqu'un. Ce moment-là nous a vraiment glacés. Ce genre de phrase qui vous fait sentir un frisson le long de la nuque et qui reste gravé dans la mémoire. On a continué le bain comme si de rien n'était, mais l'ambiance avait changé. Lui, en revanche, était parfaitement tranquille, comme si la conversation était terminée. À d'autres occasions, il a aussi dit des choses étranges. Des phrases qui donnaient l'impression qu'il comprenait le temps d'une manière différente. Il parlait de choses qui reviennent, de cycles qui se répètent, de moments qui ne sont jamais vraiment finis. Des réflexions beaucoup trop complexes pour un enfant de 3 ans. Il y a quelque temps, mon fils a commencé à parler de ce qu'il appelait sa maison verte. Il en parlait comme d'un endroit réel, familier, auquel il semblait attaché. Il disait que son grand-père voulait qu'il vienne rester avec lui là-bas, dans cette maison verte. À chaque fois qu'il le disait, son ton était sérieux, presque nostalgique. Le problème, c'est que son grand-père est mort depuis 3 ans. Mon fils ne l'a vu qu'une seule fois, quand il avait environ 1 an et demi. Ils n'ont jamais vraiment eu le temps de créer un lien, encore moins d'échanger des souvenirs conscients. Pourtant, mon fils parlait de lui comme de quelqu'un de proche, présent, presque impatient.
Une nuit, il m'a dit quelque chose qui m'a profondément troublé. Il m'a expliqué que son grand-père voulait que nous allions le voir, parce qu'il était fatigué de se sentir comme un zombie dans la terre. Il ne riait pas. Il ne cherchait pas à me faire peur. Il parlait avec la simplicité d'un enfant qui rapporte un message, sans comprendre à quel point ces mots sont lourds de sens. Ce n'était pas un événement isolé. Il disait aussi, à d'autres moments, qu'il n'était pas d'ici. Que notre maison n'était pas sa vraie maison. Il expliquait cela sans tristesse, mais avec une certitude tranquille, comme s'il constatait un fait. Parfois, ces phrases surgissaient au milieu d'une conversation ordinaire, ou juste avant de s'endormir, quand tout était calme. Peu de temps après l'une de ces discussions, j'ai fait un rêve qui m'a marqué à jamais. Dans ce rêve, un homme s'est approché de moi. Il semblait vouloir engager la conversation, mais très vite, il s'est mis à poser beaucoup de questions sur mon fils. Des questions insistantes, presque intrusives. Je sentais instinctivement que quelque chose n'allait pas. Dans le rêve, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai demandé fermement qui il était et ce qu'il voulait de mon fils. À ce moment-là, son attitude a changé. Il a reculé, comme pris de peur. Il s'est éloigné sans dire un mot. Je me souviens encore parfaitement de son regard. Ses yeux m'ont poursuivi longtemps après mon réveil. Depuis ce rêve, quelque chose a changé en moi. Je n'ai plus réussi à balayer ces expériences comme de simples coïncidences ou comme l'imagination d'un enfant. Je suis devenu convaincu qu'il existe quelque chose de plus, un monde que nous ne percevons pas entièrement, mais qui nous frôle parfois. Le plus troublant, c'est que les paroles de mon fils n'ont jamais cessé. Il continue de parler de sa maison verte et de son grand-père. Cela revient sans prévenir, dans des moments où je m'y attends le moins. Comme si cette réalité faisait toujours partie de lui. Je dois aussi préciser une chose importante. Le grand-père de mon fils était moldave. Il a vécu et est mort en Moldavie. Et pourtant, à seulement 4 ans, mon fils parle couramment le russe et l'anglais. Personne ne lui a appris le russe à la maison de manière consciente. Tout cela, mis bout à bout, dépasse ce que je peux expliquer rationnellement. Avant de tomber enceinte de mon fils, j'ai fait un rêve extrêmement vif, différent de tous les autres. Ce n'était pas flou ni symbolique comme la plupart des rêves. Tout semblait réel, solide, presque tangible. J'étais debout à côté de mon lit, en pleine nuit, exactement comme si je m'étais réveillé. Devant moi se trouvait quelqu'un que j'aimais profondément. Pas un inconnu, pas une silhouette vague, mais une présence familière, réconfortante. J'avais la sensation de retrouver un vieil ami très cher, quelqu'un que j'adorais et avec qui je me sentais immédiatement en sécurité. Il n'y avait aucune gêne, aucune surprise, seulement une immense joie de se retrouver après une longue séparation. Nous avons parlé. Pas forcément avec des mots précis, mais avec une compréhension totale. Cette personne m'expliquait qu'elle allait faire partie de ma vie, qu'elle revenait pour rester. À mesure qu'elle me parlait, je ressentais un bonheur intense, une évidence douce, comme si tout prenait enfin sa place. Je savais que c'était une bonne nouvelle, que quelque chose d'important était sur le point de commencer. À un moment, cette présence m'a dit qu'il était temps pour moi de retourner me coucher. J'ai obéi sans discuter. Je me suis glissé sous les couvertures et j'ai ressenti une paix incroyable. Mon mari dormait à un côté de moi, et de l'autre côté, je sentais encore la présence de cet être cher. J'avais l'impression d'être entouré, protégé, complète. J'ai tendu la main pour attraper la sienne, un geste naturel, instinctif. C'est à cet instant précis que je me suis réveillé. Ma main était toujours tendue, dépassant le bord du lit, agrippant le vide. Pourtant, l'émotion était encore là. La chaleur, la joie, la certitude ne se sont pas dissipées immédiatement. Je suis resté éveillé quelques instants, le cœur rempli d'un calme profond, comme si quelque chose venait de se sceller. Quand je suis finalement tombé enceinte plus tard, ce rêve m'est revenu avec une clarté troublante. Laisse-moi expliquer. J'étais encore jeune, peut-être autour de 10 ans, quand j'ai fait un souvenir incroyablement vif.
Pas un rêve flou, pas une image confuse. C'était un souvenir complet, cohérent, immersif. Dans ce souvenir, je n'étais pas moi. J'étais un garçon vénézuélien de 9 ans. Et ce détail m'a toujours frappé, même à l'époque, parce que je sentais clairement que j'étais différent de qui j'étais dans la vraie vie. Je me trouvais sous l'eau, coincé dans une grotte submergée. Je nageais, paniqué, cherchant une sortie. L'eau était sombre, lourde, oppressante. Mes poumons brûlaient. Je savais que je manquais d'air. Je sentais la peur, mais aussi une étrange lucidité, comme si une partie de moi comprenait déjà ce qui allait arriver. Puis j'ai cessé de lutter. Je me suis noyé. Juste avant que tout s'éteigne, un homme est apparu. Je savais avec certitude que c'était mon père. Pas besoin d'explication, pas de doute. Il m'a attrapé, m'a tiré vers le haut, et alors que je sombrais, j'ai entendu un mot. Un seul. Mijo. C'est ce mot qui m'a réveillé. Pendant des années, j'ai cru que c'était mon prénom dans ce souvenir. Pour moi, c'était évident. Je pensais que c'était mon nom dans cette autre vie. Je n'ai jamais remis ça en question. Pourtant, je ne parle pas espagnol. Les langues n'ont jamais été mon point fort. Je connaissais à peine quelques mots de base, rien de plus. Bien plus tard, à l'université, j'avais une colocataire qui parlait espagnol couramment. Un jour, nous discutions de rêves étranges, de souvenirs bizarres, de ces expériences qui donnent l'impression d'être hors de son corps. Je lui ai raconté ce souvenir. Je lui ai décrit la grotte, la noyade, la sensation d'être quelqu'un d'autre. Et je lui ai dit que, dans ce souvenir, mon nom était Mijo. Elle m'a interrompu net. Elle m'a expliqué que Mijo n'était pas un prénom. Que c'était une expression affectueuse. Une contraction de Mijo, qui veut dire mon fils. Une façon naturelle, intime, qu'un père utilise pour s'adresser à son enfant. Je me souviens exactement de ce moment. Mon estomac s'est noué. J'ai ressenti un frisson glacé. Parce que je n'avais jamais su ça. Personne ne me l'avait appris. Et pourtant, dans ce souvenir, ce mot était parfaitement placé. Ce n'était pas un nom qu'on m'appelait. C'était un père qui appelait son fils. Depuis, ce souvenir me hante différemment. Je me demande parfois si ce n'était pas un rêve du tout. Si ce n'était pas un fragment de quelque chose de réel. Peut-être que je suis mort à cet âge-là, dans cet endroit, et que quelque chose de moi est revenu ailleurs. Peut-être que ce souvenir est remonté parce que j'avais atteint un âge proche de celui où tout s'était arrêté. Je n'ai aucune preuve. Seulement cette certitude étrange que ce souvenir ne ressemblait pas à une invention. Il avait un poids, une texture, une émotion que mes autres rêves n'ont jamais eue. Et chaque fois que je repense à ce mot, prononcé au moment exact où tout s'est éteint, je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce n'était pas un adieu, entendu à travers le temps. Ma grand-mère pense depuis longtemps que j'ai déjà vécu avant, à cause de plusieurs choses étranges qui se sont produites au fil des années. Mais l'événement principal s'est déroulé quand j'avais environ 4 ans. Un jour, elle m'a emmené en voiture à travers son ancien quartier. C'était l'une des toutes premières fois que je mettais les pieds dans cette ville, et encore moins dans cette partie précise. Je regardais simplement par la fenêtre, sans vraiment savoir où nous étions. Puis, à un moment, je me suis redressé et j'ai pointé du doigt un parc. J'ai dit très naturellement, « Tu te souviens quand on était des petites filles et qu'on jouait là-bas, Nana ?» Elle a failli freiner net. Elle n'avait jamais parlé de ce parc à qui que ce soit dans la voiture. Elle n'avait jamais mentionné ce quartier, ni son enfance passée là. Pourtant, c'était exactement ce terrain de jeu-là. Le parc où elle allait tous les jours après l'école quand elle était enfant, puis adolescente. Un endroit qui avait marqué toute sa jeunesse. Aujourd'hui encore, ce parc est classé comme site patrimonial et son apparence n'a pratiquement pas changé depuis des décennies. Sur le moment, elle n'a rien dit. Elle était trop choquée pour réagir. Elle m'a juste regardé,
essayant de comprendre comment un enfant de 4 ans pouvait dire quelque chose d'aussi précis, d'aussi personnel, sans jamais en avoir entendu parler. Des années plus tard, quand j'avais environ 15 ans, nous sommes repassés par là en voiture. Nous ne nous sommes même pas arrêtés. Elle n'a toujours rien dit. Mais dès que j'ai vu l'endroit, j'ai ressenti un malaise étrange, une impression de familiarité profonde. J'ai demandé, pourquoi est-ce que je connais cet endroit? Avant même d'attendre une réponse, je suis descendu de la voiture et je suis allé droit vers une petite encoche dans la grande clôture en pierre bleue qui entourait le parc. Dans cette encoche, il y avait des prénoms gravés dans la pierre. Parmi eux, il y avait Willa. Et juste à côté, le prénom de ma grand-mère. Plusieurs autres noms étaient gravés là aussi, 6 ou 7 au total, datant visiblement d'au moins 50 ans. À ce moment-là, elle m'a enfin tout raconté. Elle m'a expliqué que c'était là qu'elle jouait avec ses amis, et que c'était elle qui avait gravé leurs prénoms ensemble, bien avant ma naissance. Elle m'a aussi avoué qu'elle n'avait jamais oublié ce que j'avais dit 10 ans plus tôt dans la voiture. Que cette phrase avait littéralement glacé son sang. Elle avait gardé ce souvenir pour elle pendant des années, sans savoir quoi en faire. L'octobre dernier, nous avons accueilli un magnifique petit garçon. Sa naissance est arrivée seulement 18 mois après que nous ayons perdu un autre fils à cause d'une fausse couche. Cette grossesse avait été chargée d'émotions, d'espoir mêlé de peur, mais tout s'est déroulé de façon parfaite. La grossesse a été sans complications. L'accouchement aussi. Tout s'est passé exactement comme dans les livres, ce qui nous a remplis de soulagement, à moi comme à ma femme. J'ai coupé le cordon après le temps de clampage recommandé. Notre fils a été rapidement nettoyé, encore couvert de traces de la naissance, puis on l'a posé immédiatement sur la poitrine de ma femme. Et là, miracle simple et magnifique, il a pris le sein presque aussitôt. Je prenais des photos, j'observais la scène, complètement absorbé par ce moment. J'étais envahi par cette sensation irréelle que tout allait enfin bien. Et puis, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Notre fils n'avait que quelques minutes. Il avait encore des résidus de naissance dans les yeux. Soudain, il s'est détaché du sein. Il s'est arrêté. Et son visage a changé. Ce n'était pas une grimace de bébé, ni un réflexe. C'était autre chose. Une expression que je ne saurais décrire autrement que comme une prise de conscience brutale. Il a levé la tête pour regarder sa mère, comme s'il essayait de la voir vraiment. Mais ce regard n'était pas celui d'un nouveau-né. Son visage ressemblait à celui d'un homme adulte, avec une expression de choc pur. Pendant quelques secondes, il avait l'air horrifié. Pas effrayé comme un bébé qui pleure, mais bouleversé, comme quelqu'un qui réalise soudain une vérité impossible. Il semblait regarder ma femme sans la reconnaître, ou peut-être en la reconnaissant trop bien. Son corps était immobile, son regard figé. Tout le monde dans la pièce a retenu son souffle. Les sages-femmes, ma femme, moi. Quelqu'un a même laissé échapper un petit cri de surprise. Cela n'a duré que quelques secondes. 5 tout au plus. Mais le temps semblait suspendu. Puis, aussi soudainement que c'était apparu, tout a disparu. Son visage est redevenu celui d'un nouveau-né. L'expression s'est effacée. Il s'est rattaché au sein, calmement, comme si rien ne s'était passé. Comme si ce moment n'avait jamais existé. Depuis, nous n'avons jamais revu cette expression. Jamais. Il est un bébé parfaitement normal, souriant, paisible. Pourtant, rien que d'y repenser, j'en ai des frissons. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que nous avons vu à cet instant précis. Si c'était un réflexe étrange, une illusion née de l'émotion, ou quelque chose de beaucoup plus difficile à expliquer. Ce qui me trouble le plus, c'est cette sensation persistante que, pendant quelques secondes, quelqu'un d'autre regardait le monde à travers les yeux de mon fils. Et puis, il est parti, laissant... Apparemment, quand j'étais très jeune, je mettais toujours ma mère mal à l'aise sans m'en rendre compte. À chaque fois qu'elle me donnait le bain, je chantais une chanson entière,
toujours la même, en boucle. Ce n'était pas quelques sons répétés ou des mots inventés comme le font les enfants. C'était une vraie chanson, avec un rythme précis, des phrases complètes, une structure qui ne changeait jamais. Ma mère me demandait parfois ce que je chantais. Je continuais sans répondre, concentré sur la mélodie, comme si je récitais quelque chose d'important. Elle disait que ce n'était pas de l'anglais, ni aucune langue qu'elle reconnaissait. Pourtant, à l'entendre, c'était clairement une langue réelle. Chaque soir, les mêmes sons revenaient dans le même ordre, sans erreur, sans hésitation. Cela la troublait profondément, surtout parce que je semblais parfaitement sûr de moi. Aujourd'hui, j'essaie de m'en souvenir, mais ça m'échappe toujours. J'ai la sensation que c'est juste au bord de ma mémoire, comme un mot qu'on a sur le bout de la langue. Je me rappelle très bien le fait de chanter, le plaisir que j'y prenais, la certitude que cette chanson faisait partie de moi. Puis un jour, sans prévenir, je n'ai plus réussi à la chanter. J'avais peut-être 6 ou 7 ans. J'ai ouvert la bouche et rien n'est venu. Je me souviens avoir été bouleversé. J'essayais de retrouver les premiers sons, de forcer la mélodie à revenir, mais elle avait disparu. Ma mère m'a vu pleurer dans la salle de bain, incapable d'expliquer ce que j'avais perdu. À cet âge, je ne savais pas mettre des mots sur ce genre de choses. Je savais seulement que quelque chose d'important s'était effacé de moi. J'ai fait une fausse couche il y a environ 5 ans. Nous avions donné un prénom au bébé. Nous l'avions appelé Jacob. Peu de gens étaient au courant, et encore moins savaient à quel point cette perte m'avait marqué. La veille de la fausse couche, j'avais préparé des tourtes maison pour le dîner. Un geste banal, presque réconfortant sur le moment. Mais après ce qui s'est passé, quelque chose s'est ancré en moi. À partir de ce jour, la simple idée de manger une tourte me ramenait instantanément à cette douleur. À la tristesse. À ce sentiment de vide. Je n'ai plus jamais réussi à en manger. Même l'odeur me serrait la poitrine. Les années ont passé. J'ai eu un autre enfant, une petite fille, qui a aujourd'hui 3 ans. Avec le temps, j'ai commencé à me dire que je ne voulais pas rester prisonnière de ce souvenir toute ma vie. Que je pouvais guérir. Avancer. Un jour, au supermarché, j'ai pris une tourte surgelée. Ce n'était pas un geste anodin. Pour moi, c'était une sorte de défi silencieux. Une manière de me prouver que je pouvais faire de la place à autre chose que la douleur. Le soir même, je me suis assise à table avec ma fille et j'ai commencé à manger. Elle m'observait tranquillement, puis elle a pointé mon assiette du doigt. Elle a dit que c'était pour Jacob. Sur le moment, j'ai cru avoir mal entendu. Mon cœur s'est emballé. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Je lui ai demandé si elle parlait de quelqu'un d'autre. Peut-être un enfant de son école. Peut-être un jeu. J'essayais de trouver une explication logique, quelque chose qui me permettrait de respirer normalement. Mais elle a insisté. Elle a pointé de nouveau, directement la tourte, sans hésiter. Elle a dit que non, que c'était bien ça. Que c'était pour Jacob. Elle a ajouté qu'il était tout petit. Qu'il était juste un tout petit bébé. Elle parlait avec une douceur désarmante, comme si elle constatait une évidence. À ce moment-là, j'ai fondu en larmes. Un jour, quand j'étais petite et assise dans la voiture avec ma mère, je lui ai posé une question qui l'a prise au dépourvu. Je lui ai demandé comment je pouvais rentrer. Elle a cru que je parlais de la maison et m'a demandé où je voulais aller. J'ai senti la frustration monter parce qu'elle ne comprenait pas ce que je voulais dire. Je me suis énervé et j'ai répondu que je voulais retourner aux étoiles. Aux étoiles, maman. Elle a alors commencé à m'expliquer ce qu'était l'espace, les planètes, les fusées. Elle m'a dit que seuls les astronautes pouvaient aller dans l'espace et que si je travaillais dur plus tard, je pourrais peut-être y aller moi aussi. Mais ces paroles ne m'ont pas rassuré. Au contraire, je me suis mise en colère. Je lui ai dit qu'elle se trompait, que ce n'était pas comme ça. Je lui ai affirmé que je le savais,
parce que c'était de là que je venais et que je voulais simplement rentrer chez moi. Ma mère a toujours été quelqu'un de très spirituel. Elle n'a pas ri, elle ne m'a pas disputé, elle n'a pas cherché à corriger mon imagination. Elle a accepté ce que je disais comme quelque chose de naturel. Parfois, elle me demandait de lui décrire cet endroit dont je parlais. Je réfléchissais longtemps avant de répondre que je ne m'en souvenais pas. Je savais seulement que c'était là-bas que j'appartenais. Pendant un certain temps, je répétais souvent que je venais des étoiles, sans raison apparente, au milieu d'une conversation ou d'un jeu. Puis, en grandissant, j'ai arrêté d'en parler. Vers l'âge de 10 ans, quelque chose est revenu sous une autre forme. J'ai commencé à vouloir devenir astronaute. Je passais des heures à regarder des images de planètes, à lire sur l'espace, à rêver de fusées et de galaxies lointaines. Je ressentais une fascination profonde, presque nostalgique, sans vraiment comprendre pourquoi. L'espace me semblait familier, attirant, comme un endroit qui m'appelait. Cette obsession a duré quelques années. Puis, autour de 15 ans, j'ai dû faire face à la réalité. Les mathématiques et les sciences étaient un cauchemar pour moi. Plus j'essayais, plus je comprenais que ce chemin ne m'était pas destiné. J'ai fini par changer de direction, un peu à contre-cœur. Cette histoire concerne mon frère. Aujourd'hui, il a 15 ans, mais quand nous étions enfants, il parlait souvent de la vie qu'il disait avoir eue avant celle-ci. Nous avons 7 ans d'écart. À l'époque où il a commencé à évoquer ce passé, il avait entre 3 et 5 ans. Je m'en souviens très clairement, parce que ce n'était pas occasionnel ni vague. Il parlait avec assurance, comme s'il racontait des souvenirs ordinaires. Un jour, nous étions tous les 3 dans la voiture, lui, ma mère et moi. La discussion était banale, puis soudain il a demandé si nous connaissions les natifs. Ma mère et moi lui avons demandé s'il parlait des Amérindiens. Il a répondu oui, sans hésiter. Quelques minutes ont passé dans le silence. Puis, d'un ton calme, presque détaché, il a dit que nous savions que les couvertures allaient les tuer. Il a ajouté qu'il n'aimait pas ça, parce qu'ils étaient gentils. Il n'a pas levé la voix, il n'a pas cherché à provoquer. Il constatait simplement quelque chose. Ma mère et moi nous sommes regardés, complètement glacés. Il parlait de couvertures contaminées par la variole, d'un épisode historique extrêmement précis, avec une compréhension morale troublante pour un enfant si jeune. Ce n'était pas un mot isolé. Ce genre de phrase revenait. Quelques mois plus tard, toute la famille était dans la voiture. Mon frère, moi, et nos 2 parents. Personne ne parlait, le trajet était long et monotone. Puis il a rompu le silence. Il a dit qu'il se souvenait d'avoir monté à cheval. Il a dit que tout autour n'était que forêt à l'époque. Ensuite, il a ajouté que nous avions tout détruit. Sa voix n'exprimait ni fierté ni colère, plutôt une sorte de regret lucide. Ce qui rendait tout cela encore plus dérangeant, c'est le contexte. Mes parents ne regardaient pas de films de western. Il n'y avait pas de documentaire historique à la maison. Je n'apprenais rien de ce genre à l'école à ce moment-là, et je n'en parlais certainement pas avec lui. Pourtant, il décrivait un monde cohérent, avec des thèmes qui revenaient. Les chevaux. La forêt. La destruction. Les peuples autochtones. Il parlait aussi, mais plus rarement, d'une autre famille. Pas de manière détaillée, plutôt par petites phrases. Un jour, il m'a dit qu'il était content que nous soyons restés ensemble. Il a dit que c'était une bonne chose que nous ayons encore la même famille. Puis il a ajouté qu'il était triste que je ne me souvienne pas de notre vie d'avant. Je me rappelle exactement comment il m'a regardé à ce moment-là. Il n'y avait rien d'enfantin dans son expression. C'était un regard sincère, presque compatissant. Comme s'il portait un souvenir que j'avais perdu, et qu'il le regrettait pour moi. Ma mère m'a raconté une histoire un jour. Quand j'avais 4 ans, mes parents m'ont emmené dans un cimetière où était enterré le père de mon père. Je n'y étais jamais allé auparavant.
Le cimetière se trouvait un peu à l'extérieur de Winnipeg, et entre-temps nous avions déménagé aux États-Unis. Dans ma famille, on ne visitait presque jamais les tombes. Ce n'était pas une habitude, ni un rituel important pour nous. Mon père et ses 2 sœurs se sont éloignés pour chercher la tombe ou demander de l'aide à quelqu'un qui entretenait le lieu. Moi, je suis resté avec ma mère. Elle regardait autour d'elle, pensant que j'allais rester près d'elle comme les enfants sont censés le faire. Mais je me suis éloigné. Comme le font souvent les enfants de 4 ans. Sauf que je ne me suis pas contenté de me promener au hasard. Je ne me suis pas mis à courir partout entre les pierres. Je ne me suis pas perdu avant que quelqu'un ne me remarque. Je n'ai pas été retrouvé par hasard puis guidé jusqu'à la tombe. Je suis allé droit à celle de mon grand-père. Directement. Sans hésiter. Sans m'arrêter. Sans regarder autour de moi. Comme si je savais exactement où j'allais. Comme si quelque chose me tirait dans cette direction précise. Ma mère a dit que c'était presque choquant à voir. Un petit corps déterminé, traversant le cimetière sans la moindre confusion. Je me suis arrêté net devant la pierre. C'était celle-là. Pas une autre. Et le plus troublant, c'est que je ne savais pas lire. À peine quelques mots simples, les mêmes livres pour enfants qu'on relit encore et encore. Je n'aurais pas pu reconnaître un nom gravé dans la pierre. Je n'avais jamais vu cette tombe, ni même parlé de l'endroit avant ce jour-là. Ma mère raconte que tout le monde est resté figé quand ils m'ont rejointe. Personne n'a su quoi dire. Il n'y avait aucune explication logique, aucune coïncidence confortable à invoquer. J'étais juste là, devant la tombe, comme si j'avais toujours su où elle se trouvait. Mon fils, qui a aujourd'hui 3 ans, a une peur des requins depuis le moment même où il a su parler. Ce qui rend ça étrange, c'est qu'il adore l'eau. Il aime les bains, il adore la piscine, il peut passer des heures à jouer et éclabousser sans aucune crainte. L'eau en elle-même ne lui fait pas peur. Mais lors de son tout premier voyage à la plage, quelque chose a basculé. C'était l'été dernier. Ma femme l'a pris par la main et l'a emmené dans l'eau pour la première fois. Tout allait bien au début. Puis, sans aucun signe avant-coureur, il s'est mis à hurler. Pas pleurer doucement, pas se plaindre. Hurler de panique. Il criait qu'il y avait des requins. Il était inconsolable. Ma femme l'a immédiatement ramené sur notre serviette, loin de l'eau, et il tremblait encore longtemps après. Le plus troublant, c'est que nous n'avions jamais parlé de requins avec lui. Il n'avait pas vu de film, pas de dessins animés à ce sujet. Nous n'avions jamais évoqué l'idée que ce soit des prédateurs dangereux. Il n'y avait aucune raison logique pour qu'il associe la mer à une peur aussi précise. Quand nous lui avons demandé pourquoi il avait si peur, il nous a répondu très calmement, comme s'il expliquait quelque chose d'évident. Il a dit que les requins lui avaient arraché la jambe. Il a ajouté qu'il pouvait sentir leur langue contre son pied. Il a même montré sa jambe en parlant, avec un sérieux qui nous a glacés. Il ne racontait pas une histoire. Il décrivait un souvenir. Nous avons essayé de changer de sujet, de ne pas lui donner trop d'importance, mais ses paroles sont restées dans nos têtes. Quelques semaines plus tard, un autre moment étrange est venu s'ajouter. Ma femme regardait de vieilles photos et en a montré une à notre fils. C'était une photo d'elle devant son école primaire. Elle lui a dit que c'était là qu'elle allait à l'école quand elle était petite. Sans hésiter, sans réfléchir, il a répondu qu'il le savait déjà. Il a dit qu'il la regardait. Surprise, ma femme lui a demandé d'où il la regardait. Il a levé le doigt et a pointé notre fenêtre de toit. Il a dit qu'il était tout en haut, très loin au-dessus. Il n'y avait ni sourire, ni jeu dans sa voix. Juste une certitude tranquille. Cela s'est produit juste après la guerre. Ma mère se promenait avec ma sœur aînée, qui avait alors 3 ans. Elle marchait tranquillement près d'une zone boisée, un endroit que ma mère connaissait bien mais dont elle ne parlait jamais. Soudain, sans raison apparente, ma sœur s'est arrêtée. Elle a levé le bras et pointé du doigt l'intérieur de la forêt.
Elle a dit d'une voix calme que c'était là que maman l'avait enterré. Ma mère s'est figée. Elle lui a demandé ce qu'elle voulait dire, pensant avoir mal entendu ou croyant à un jeu d'enfant. Ma sœur a insisté. Elle a expliqué qu'elle avait été malade. Elle a ajouté que maman s'en souvenait forcément. Elle parlait simplement, sans émotion particulière, comme si elle racontait un souvenir ordinaire. Extérieurement, ma mère n'a rien montré. Elle n'a pas crié, elle n'a pas posé plus de questions. Mais à l'intérieur, elle paniquait. Elle a pris ma sœur par la main et l'a ramenée directement à la maison, sans terminer la promenade. Une fois rentrée, elle n'a plus parlé de ce qui venait de se passer. Ce n'est que bien plus tard que la vérité est apparue. Avant la naissance de ma sœur aînée, ma mère avait eu un autre enfant. Une fille, son premier enfant. Pendant la guerre, cette petite est tombée gravement malade. Il n'y avait pas de médicaments, pas de médecin, aucune aide possible. L'enfant est morte et ma mère l'a enterrée elle-même, dans la forêt, à l'endroit exact que ma sœur avait désigné. Ma sœur n'avait jamais entendu cette histoire. Personne ne lui en avait parlé. Elle était trop jeune pour comprendre le concept même de la mort, encore moins pour inventer un récit aussi précis. Pourtant, elle avait montré le bon endroit, sans hésiter. Après cet événement, ma mère n'a plus jamais emmené ses enfants près de cette forêt. Je ne suis pas parent, mais je vais raconter une histoire que ma grand-mère aime beaucoup partager. Elle est encore relativement jeune pour une grand-mère, même aujourd'hui. Elle n'a que 59 ans, et elle raconte cette histoire avec le même sérieux que si tout s'était passé hier. Avant ma naissance, il y avait, selon elle, l'esprit d'un petit garçon qui vivait dans sa maison. Ce n'était pas une présence menaçante. Au contraire, elle le décrivait comme amical, presque poli. Il ne se manifestait que la nuit, toujours aux mêmes heures, quand la maison était silencieuse et que tout le monde dormait. Elle entendait ses pas légers dans le couloir, allant et venant devant les chambres. Chaque nuit, il passait devant sa porte et lui disait bonne nuit. Ma grand-mère, sans vraiment se poser de questions, lui répondait bonne nuit elle aussi. Cela faisait partie de son quotidien. Elle ne le voyait pas toujours clairement, mais elle sentait sa présence, reconnaissait sa voix, et savait quand il était là. Les nuits se succédaient, identiques, rythmées par ce rituel étrange mais rassurant. Puis, un soir, quelque chose a changé. Cette nuit-là, ma grand-mère est retournée dans sa chambre comme d'habitude. Le petit garçon a marché dans le couloir, exactement comme les autres soirs. Elle s'attendait à entendre le même échange, les mêmes mots. Mais quand il est arrivé devant sa porte, il a dit autre chose. Il lui a souhaité bonne nuit, puis il a ajouté qu'il devait partir maintenant. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Ma grand-mère est restée immobile dans son lit. Elle a ressenti une tristesse soudaine, mêlée à une étrange impression de faim. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle a compris que c'était un adieu. Elle n'a rien répondu. Elle a simplement écouté les pas s'éloigner pour la dernière fois. Cette même nuit, ma mère est entrée en travail. Quelques heures plus tard, je suis né. Depuis ce jour-là, ma grand-mère n'a plus jamais entendu le petit garçon. Plus de pas dans le couloir. Plus de bonnes nuits murmurées dans l'obscurité. La maison est restée silencieuse, comme si quelque chose l'avait quittée définitivement. Elle ne prétend pas savoir ce que cela signifiait vraiment. Elle dit seulement qu'il était là avant ma naissance, et qu'il est parti au moment exact où je suis arrivé. Quand j'étais enfant, vers l'âge de 2 ans, il m'est arrivé quelque chose de très similaire, d'après ce que mes parents racontent. La première fois qu'ils m'ont emmené dans un parc, il y avait un terrain de baseball. Personne dans ma famille ne jouait à ce sport. Personne ne regardait de match, personne n'en parlait à la maison. Pourtant, dès que je l'ai vu, je me suis dirigé droit vers le terrain. Je suis allé jusqu'au marbre, j'ai tapé du pied dans la terre comme le font les joueurs, j'ai fait semblant de frapper une balle invisible, puis je me suis mis à courir. Je n'ai pas couru n'importe comment. J'ai suivi le parcours exact des bases.
Première base, deuxième, troisième, puis retour au marbre. Une fois arrivé, j'ai levé les bras et j'ai crié « Saf » en faisant le geste précis de l'arbitre. Mes parents sont restés stupéfaits. Personne ne m'avait jamais montré ça. Personne ne m'avait appris ces gestes. C'était comme si je savais exactement quoi faire. Quand ils m'ont demandé comment je connaissais tout ça, j'ai répondu très simplement que je jouais déjà avant. J'ai dit que je jouais avant de venir vers eux. Pour moi, c'était une évidence, pas quelque chose d'étrange. Il raconte aussi que je parlais souvent des femmes. Pas comme un enfant qui répète des mots entendus au hasard, mais comme quelqu'un qui se souvenait de sentiments anciens. Je disais que je les aimais beaucoup, que j'aimais leur parler, leur faire plaisir. Un jour, dans un restaurant mexicain, je me serais adressé à une femme à une autre table. J'avais 2 ou 3 ans. Je lui aurais dit que j'aimerais lui acheter une robe et l'emmener se promener sur la plage. Les adultes autour ont ri, mais mes parents ont été troublés par le naturel avec lequel je parlais. Selon eux, à plusieurs moments de ma petite enfance, je parlais aussi espagnol couramment. Pas quelques mots isolés, mais de vraies phrases, fluides, spontanées. Puis, un jour, cette capacité a disparu. Complètement. Quand on m'a reparlé de l'espagnol, je n'avais aucune idée de ce dont on parlait. Je ne reconnaissais pas la langue, je ne me souvenais pas l'avoir parlé. Je suis convaincu que mon petit frère est la réincarnation de mon oncle, et personne ne pourra me faire changer d'avis. Quand mon père avait 4 ans, il avait un grand frère qui s'appelait Billy. Dans une famille de 10 enfants, avec des parents peu attentifs, Billy était tout pour lui. Il le protégeait, jouait avec lui apprenait des choses. Pour mon père, Billy n'était pas seulement un frère, c'était un modèle, presque une figure parentale. Il se souvient encore très clairement de cette époque, malgré son jeune âge. Puis, juste avant Noël, tout s'est effondré. Billy avait 13 ans quand il a été renversé par un conducteur ivre. Il est mort la veille de Noël. Mon père n'avait que 4 ans. La perte l'a marqué à vie. Il raconte encore aujourd'hui que Billy lui avait acheté un cadeau pour Noël. Une batte de baseball et une balle. Ce souvenir est resté intact dans sa mémoire, comme si ce détail précis l'aidait à ne pas oublier son frère. Des années plus tard, mon petit frère est né. Dès le début, quelque chose a mis tout le monde mal à l'aise. Il ressemblait énormément à Billy. Pas une vague ressemblance d'enfants de la même famille, mais un visage presque identique. Les mêmes traits, la même expression, la même façon de sourire. Plus il grandissait, plus la ressemblance devenait troublante. Les photos ont rendu cette impression encore plus forte. Toutes les photos de Billy sont faciles à confondre avec celles de mon frère. À tel point que, la première fois que j'ai vu une photo de Billy, je n'ai même pas compris ce que je regardais. Je feuilletais de vieux albums de famille et je me suis demandé pourquoi mon petit frère apparaissait sur une photo ancienne, habillé d'un costume, debout à côté de mon grand-père. J'ai vraiment cru que c'était lui. Quand on m'a expliqué que ce n'était pas mon frère, mais Billy, j'ai ressenti un malaise étrange. Comme si le passé et le présent s'étaient superposés pendant un instant. Depuis ce jour, je ne peux plus ignorer cette sensation. Ce n'est pas seulement une question de ressemblance physique. C'est une impression plus profonde, difficile à expliquer, comme si quelque chose de Billy était revenu, avait trouvé un autre chemin pour rester dans la famille. À l'époque où ma belle-fille avait 3 ou 4 ans, elle disait souvent des choses très étranges, toujours sur un ton calme, presque indifférent, comme si elle racontait des faits ordinaires. Elle disait par exemple que ses enfants ne l'aimaient pas et qu'ils l'avaient mise dehors. D'autres fois, elle expliquait qu'elle avait dû enterrer sa mère, sans tristesse apparente, comme un souvenir lointain mais accepté. Elle parlait aussi régulièrement à une amie imaginaire qu'elle appelait Émilie. Elle la décrivait comme une femme blonde, habillée d'une robe blanche. Elle lui parlait comme à quelqu'un de réel, lui racontant sa journée, l'appelant quand elle était seule dans sa chambre, sans jamais montrer la moindre peur. Ce qui nous a vraiment fait penser à une possible réincarnation est arrivé lors d'un voyage.
Nous étions dans un hôtel en Pennsylvanie. Le soir, ma femme et moi, qui était encore ma petite amie à l'époque, l'avons bordée dans son lit et lui avons souhaité bonne nuit. Très naturellement, elle nous a répondu « D'accord, bonne nuit. Je vais aller mourir maintenant. » Nous avons tous les deux réagi immédiatement en lui disant que ce n'était pas une chose gentille à dire et qu'elle ne devait pas parler comme ça. Sans se troubler, elle a souri et a répondu que ce n'était qu'une blague. Puis elle a ajouté que de toute façon, ce serait comme la dernière fois. Elle a expliqué que Gérald était descendu, avait retiré la pierre de sa tête et l'avait ramené au paradis. Intriguée et mal à l'aise, nous lui avons demandé qui était Gérald. Elle le prononçait d'une manière étrange, presque chantante. Elle nous a expliqué qu'il avait des ailes et que c'était lui qui était venu enlever la pierre posée sur sa tête. Ensuite, il l'avait emmené au ciel. Là-haut, elle avait passé un certain temps, puis elle avait choisi ma femme et moi pour revenir vivre sur Terre avec nous. Elle racontait tout cela avec une assurance troublante, comme si c'était un souvenir clair et logique. Nous étions choqués, un peu effrayés aussi, mais nous l'avons embrassé, lui avons souhaité bonne nuit et sommes allés nous coucher en essayant de ne pas trop y penser. Le lendemain, sur le chemin du retour, nous roulions tranquillement quand nous sommes passés devant un cimetière. Soudain, elle s'est redressée sur son siège, très excitée, et a pointé du doigt les pierres tombales. Elle a dit avec enthousiasme que c'était cette pierre-là, le même genre de pierre que Gérald avait retirée de sa tête. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.